Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Balado Roller, le podcast de rollerenligne.com. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un homme aux multiples casquettes et aux multiples facettes. Il fit notamment partie des fondateurs de ce qui est devenu la Commission nationale de roller acrobatique et ensuite la Commission nationale de roller freestyle. Il s'est également beaucoup investi dans la promotion du roller, notamment à travers la vidéo, que ce soit à cette époque-là ou encore aujourd'hui. Donc, nous recevons avec mon compère Walid Nou et avec Luc Bourdin, nous recevons Christian Debacker. Bonjour Bonjour à Christian. tous. Yes, salut Christian. Salut Christian. Je pense que je vais laisser la parole à Walid, qui a un grand plaisir, tout comme Luc et moi-même, à recevoir Christian aujourd'hui, qui a été quand même un acteur incontournable. Merci. Plus qu'incontournable, dans tous les souvenirs que je peux avoir du roller acrobatique, du moment où je suis arrivé sur le circuit jusqu'à globalement, je vais pas dire le moment où je suis parti, mais pas loin, j'ai toujours croisé la route de Christian, qui a toujours été là, très enthousiaste et très moteur. Et donc c'est un vrai plaisir de pouvoir être avec Christian pour parler un peu de ses souvenirs, de tout ce qu'il a fait dans le roller. Qu'est-ce que tu veux rajouter un petit mot aussi? Oh, bah, je vais avoir plein de questions, mais c'est assez rigolo de passer de l'autre côté du micro parce que il y a moins d'un mois ou c'est il y a 2-3 mois déjà. C'était l'autre sens l'interview. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter? Ah bah oui, très simplement, j'ai 55 ans, j'ai découvert le roller en 1994, je vous laisse faire le calcul, on est en 2023, je suis pas bon en maths et j'ai la chance de diriger une école de cinéma à Vanves qui s'appelle Liftis et qui existe depuis 7 ans maintenant, qui arrive sur sa 8e année et où on forme des jeunes gens au BTS audiovisuel. Donc tu dis que tu as découvert le roller en 1994. Et alors, toi qui à la base n'es pas un patineur, comment est-ce que tu as découvert le roller? Très simplement, à cette époque-là, je suis en freelance dans le cinéma et l'audiovisuel et je travaille pour une société allemande qui me demande de faire des repérages à Paris, qui cherche des jeunes gens pour faire de la publicité pour une marque de boisson, sans alcool allemande et ils cherchent des gens qui font du roller. Or, à cette époque-là, le Trocadéro et la Défense sont connus, internationalement, on va dire ça comme ça, pour avoir des clubs de roller qui sont extrêmement actifs et donc je vais me présenter, à la Défense et au Trocadéro. Au Trocadéro, je suis pas superbement bien reçu, on va pas se mentir et je suis très, très bien reçu à La Défense par un monsieur qui s'appelle Michel Fize, qui dirige un club de roller qui s'appelle le Roller Team La Défense et à travers ça, on va nouer des liens et à ce moment-là, j'ai envie moi dans ma carrière de mec qui travaille dans le cinéma ou dans l'audiovisuel, de m'échapper un peu de la fiction et d'aller vers le documentaire qui est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé et du coup j'ai une idée, un truc qui s'allume dans ma tête après avoir rencontré Michel Fize et les gens qui faisaient du roller à La Défense et je me dis mais pourquoi je ferais pas un documentaire sur le roller team La Défense et voilà comment je suis arrivé dans le milieu du roller. D'un autre côté, le Trocadéro, si tu arrives et que t'es pas patineur, à cette T'es époque-là, mort. je pense que... Et voilà, il y a des chances que tu sois pas très bien reçu. C'est Ouais. ça. Alors que Michel Fize, lui, était pas un patineur non plus. Non, on était entre non patineurs. Mais ceci étant, les patineurs du roller team La Défense m'avaient très bien accueilli. Ceux du Trocadéro, moi, bon. Moi, je me rappelle de Guillaume, particulièrement, qui était un slalomeur. Guillaume Flette. Guillaume Flette. Il y avait Hakim Naïtchalal, Désiré Dibundu, le frère de Désiré, je sais plus comment il s'appelait, je vais avoir Alex. Alex Dibundu, merci. Robocop. Sylvain Tarot, si ma mémoire est bonne. Je vais avoir, Alban Trapani. Il y en avait un troisième, j'oublie le nom du troisième. Sylvain, Alban et Damien, merci. Damien qui nous a quittés il y a longtemps, donc je pense à lui et j'embrasse tous les gens qui l'aimaient, qui l'aiment bien. C'était un garçon formidable. Et il y avait, attends, son nom va me revenir, le plus Charles Bonpass, merci, voilà, qui aujourd'hui fait de la télé aux États-Unis, en Californie avec des voitures. Voilà pour l'essentiel. J'oublie, il y en avait d'autres. Hakim Benjenoum, Gabriel Deuzy. Ah non, Gabriel C'est Troca, mais c'est un autre Troca, c'est autre chose. Il y avait, et après ça, sur Trocadéro, il y avait plein d'autres acteurs à Paris. Il y avait plein d'autres acteurs à Paris que je connaissais et que j'ai rencontrés après. Mais sur le début, c'est ça. C'est vraiment ceux que j'avais interviewés au départ sur le roller. C'est tous les gens qu'on vient de citer là. Avec une mention particulière à Guillaume Flette parce que j'ai des souvenirs émus des interviews de Guillaume. Tu as connu l'univers du roller
par l'intermédiaire de la vidéo. Ouais. Est-ce que tu as pratiqué? Oui, une fois, Alex Dibundu m'a mis ensuite sur des rollers. Ça a duré 10 minutes. Ils ont compris que je risquais de perdre la vie sur ces engins de mort. On m'a redescendu tout de suite et on m'a remis sur des baskets. Voilà. Donc non, j'ai jamais pratiqué. J'ai toujours été admiratif des exploits de tous les gens qui faisaient du roller, mais j'ai jamais réussi à faire plus de 5 mètres et encore de façon assez, assez terrifiante. Et puis après, tu es rapidement venu au côté fédéral. C'est la rencontre avec Michel Fize, qui était un des principaux acteurs, mais tu es très, très, très vite arrivé dans la Commission nationale de roller acrobatique, en fait, dès le début de sa structuration. J'avais à peine fini mon documentaire que arrivent les premiers championnats de France de roller acrobatique. J'ai la cassette encore, j'ai le compte rendu. Je me souviens, j'avais réussi à faire à envoyer des images à Stade 2. Ils avaient passé une brève sur les premiers championnats de France de roller acrobatique à la Défense. Je me souviens, sponsorisé par Brut de Pomme, c'est quand même ce qui n'existe plus aujourd'hui. J'avais beaucoup participé à la médiatisation. Moi, je m'occupais uniquement de la partie média. Je m'occupais un peu de l'organisation, mais beaucoup de la partie média et relations de presse. Donc, j'étais content avec mon envoyé spécial, avec mon Stade 2, parce que je trouvais que c'était vraiment pas mal. Donc, ça s'était bien passé. À cette occasion, j'avais rencontré Daniel Boivin, qui s'était déplacé et qui était venu assister à ces premiers championnats de France. Daniel Boivin, qui était le président du comité national course, parce que au moment où les gens qui faisaient du roller acrobatique avaient été sonnés à la porte de la Fédération française de roller skating, qui s'appelait comme ça à l'époque. C'est le comité national course qui avait dit bon, après tout, pourquoi pas, on va les prendre parce qu'ils ne savaient pas où nous caser. Donc, c'est comme ça qu'on avait atterri chez les gens qui faisaient de la course. Si on continue sur la défense, c'est intéressant parce qu'un des derniers podcasts qu'on a enregistré, c'est avec Lamine Fati. Voilà, on parle de toute cette époque-là aussi, la grande époque. Et donc toi, au départ, tu dis que tu es média, mais à partir de quand tu fais plus que du média, en fait? Tu commences vraiment à travailler sur toute cette structuration À l'occasion de ces premiers championnats de France, je vais rencontrer tout le monde. Évidemment, alors j'ai dit Daniel Boivin pour le CNC, mais il y a plein de gens qui se battent et qui ont déjà commencé à structurer l'activité roller acrobatique. Alors, je vais essayer de me souvenir de tout le monde, mais il y a Adeline Lemaine, évidemment, Jean-François Licard. Je vais avoir un énorme trou de mémoire, j'ai besoin de toi. Merci, Gérald Mathieu pour l'an, et il me manque un Parisien encore aussi, qui travaillait avec Adeline. Serge Rodriguez, merci beaucoup. Serge, tous ces gens-là, c'est des gens qui vont contribuer à la création de la Commission nationale de roller acrobatique, enfin en tout cas qui sont déjà plus ou moins présents dedans. Le souvenir que j'ai, c'est que j'avais un peu secoué ce brave monsieur Boivin en lui disant, dites donc, c'est sympa, regardez, on s'est battu pour organiser un truc qui marche plutôt pas mal, il y a des caméras et on en parle. Et ça, il y avait du monde, hein. Il y avait les images et les photos de l'événement sont vraiment. J'étais speaker aussi, ça, j'adorais faire ça. J'aurais écouté juste avant de vous rejoindre sur le podcast. J'aurais écouté la musique d'introduction, ça me rappelait des souvenirs. Voilà, donc il y a tous ces gens-là qui sont déjà qui participent à l'organisation et à la structuration, enfin en tout cas à un rapprochement entre cette jeune discipline qui s'appelle le roller acrobatique, qui comporte à cette époque-là du saut, du slalom, la rampe, on en parle un peu, il y a Taïk qui en fait, mais il y a pas grand-chose en termes de compétition à part le skateboard, mais en roller, il n'y a pas grand-chose. Et donc, c'est eux qui vont aller vers la fédération et moi, je vais monter dans cette barque-là et partir avec eux. C'est ce groupe-là qui va commencer à discuter avec la Fédération française de roller skating et qui discute entre elles. Ça veut dire que on se réunissait. Luc était là dès le départ. Moi, j'ai souvenir, pour moi, dans le roller acrobatique, l'arrivée, la première chose la première fois que je fais une compétition, il y a Luc qui est là avec le club de l'an et donc c'est un vrai bonheur, hein. Parce que faut pas oublier qu'à l'époque, donc je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pas été bien reçu par le 3-4-0. Par contre, les clubs de province étaient formidables. Je pense à Reims et à Laon particulièrement. Et ensuite, après, à d'autres clubs qui sont venus se rajouter, qui se sont développés un peu partout. Mais c'était vraiment génial. L'ambiance de province a toujours été une bénédiction. Petite anecdote comme ça, on en reviendra tout à l'heure. Mais quand j'en avais marre de la Fédération française de roller skating à la fin de mon mandat, plutôt vers les années 2000, quand j'en avais ras-le-bol, je prenais ma voiture, j'allais à Dunkerque particulièrement, Stéphane Luchy, toute la bande de Dunkerque. Si vous écoutez ce podcast, vous saurez que, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein. Quand j'en avais marre de la Fédé, j'allais à Dunkerque pour me souvenir de ce que c'était que des gens qui faisaient du roller comme ça. C'était, ça me remettait d'aplomb avec la discipline que je dirigeais parce que ça n'a pas toujours été simple. Du coup, moi, j'ai plein de souvenirs de ses débuts. Clairement, tu arrives après, donc il y a Michel Fize qui commence, après il y a Gérald Mathieu,
Et toi, tu prends la succession. Ça a été un truc absolument extraordinaire. On était dans une réunion dans le salon de chez Gérald Mathieu à Lens et d'un coup d'un seul, il dit bon bah moi j'arrête, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait reprendre ma place. Nanana. Donc moi je regardais ça de loin en disant tiens qu'est-ce qui va nous sortir de son chapeau. Et là à ce moment-là, il a dit je pensais à Christian Debacker. J'ai dit ah bah c'est surprise voilà. Donc et j'ai dit oui. Ça a été aussi simple que ça, mais ça a été une vraie surprise. Et là la grande aventure avec Luc Bourdin a commencé. Et ça consistait en quoi vos missions Alors, au départ, on savait même pas où on allait parce qu'on était confrontés à des gens qui nous connaissaient. Ils étaient tous en costard-cravate, ce qui n'était pas nécessairement un signe de désamour, mais qui était quand même un peu surprenant parce que les gens qui faisaient du roller, c'était plus baggy et enfin voilà. Donc, on sentait bien qu'il y avait un petit décalage et qu'il fallait que nous, on fasse le lien entre ça. Ça a été l'essentiel de notre démarche, mais c'était très difficile. Je pense que c'est l'essentiel. Enfin, on va revenir dessus en termes de structuration et d'organisation. Donc, on avait un groupe de gens qui constituaient la CNRA, la Commission nationale de roller acrobatique, et qui étaient des gens extraordinairement intelligents et passionnés, qui faisaient un travail formidable. Et il fallait essayer de convaincre une fédération de nous accepter et essayer de comprendre comment. Moi, j'avais jamais bossé dans une fédération. J'ai découvert ce que c'était que la délégation de l'État. Ça veut dire qu'une fédération, la Fédération française de roller skating, agit par délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui n'est pas rien, ce qui donne un pouvoir important. Mais ce pouvoir important malheureusement se traduit pas toujours dans un budget qui soit conséquent. Donc la première guerre, c'était l'argent, c'est d'aller chercher de l'argent. Donc d'expliquer à ces gens qu'on était nous des gens respectables et que on pouvait travailler avec eux et avoir un budget et comment est-ce qu'on construisait ça. Donc on a très très vite compris que les fameuses démonstrations, qui étaient une activité qui fonctionnait très très bien dans le roller, était quelque chose de lucratif et donc on a rapidement monté une équipe qui était quelque chose qui ressemblait à une équipe de France, même s'il n'y avait pas de compétition à l'étranger. Mais on avait quand même un groupe France qui était un regroupement des meilleurs patineurs issus des championnats. Et avec ça, on a réussi à financer beaucoup d'opérations, ce qui nous a donné une grande crédibilité vis-à-vis de la fédération parce qu'on était capable de rapporter de l'argent. Ça s'est vérifié après, c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés à Agadir et dans les opérations de communication de la fédération parce qu'on savait faire du spectacle et on savait faire des animations. Donc, c'était quelque chose qu'on maîtrisait bien. Et puis, il y avait le deuxième aspect qui était l'aspect réglementaire de compétition. Et ça, l'aspect réglementaire de compétition, ça nous a beaucoup occupé avec Luc qui a fait un travail absolument formidable et un souvenir mémorable quand on s'est retrouvé chez la secrétaire de l'artistique parce qu'on a dupliqué. Et c'est probablement l'erreur qu'on a commis. On était trop proche de ça, mais on s'est appuyé sur le système réglementaire de l'artistique pour établir parce qu'effectivement, c'était ce qui était le plus proche du roller acrobatique. C'était des juges derrière une table qui donnaient des notes à des gens qui faisaient du patin. Donc, on est allé trop vite et trop fort vers des règlements qui n'étaient pas du tout adaptés à l'acrobatique, c'est-à-dire au street, à la rampe, au saut et au slalom. C'est qu'on a trop vite figé des choses, même si on les a fait évoluer au fil du temps, tout le temps, hein, mais ça a contribué à figer des choses à des moments où ça avait besoin d'air pour poursuivre l'évolution d'un sport qui était jeune. Absolument. C'est d'ailleurs un point qui était déjà ressorti dans ton interview, Luc, à cette époque-là. Pour compléter un petit peu les propos de Christian relatifs au financement des activités au sein des fédérations sportives, il faut savoir quand même que l'ensemble des fédés, la plupart, sont gérés sous forme de commission quand il y a du multisport. On a vu que le roller acrobatique était associé à la course à ce moment-là. Ça veut dire que financièrement, en fait, le roller acrobatique dépendait de la course et que forcément l'argent qui était dépensé pour le roller acrobatique était de l'argent qui n'allait pas à la course. Au départ, ils se sont un peu dépouillés, et c'est vrai. Ils ont généreusement dépensé un peu de sous pour nous. Après, quand même, assez rapidement, la fédération a commencé à donner un peu d'argent. Mais c'était quand même très restreint. S'il faut que je rajoute un souvenir, je voudrais remercier aussi Vincent Vivanca, qui était trésorier de la Commission nationale de roller acrobatique. Et je me souviens les années où Vince était là, c'était absolument génial parce qu'il est tellement fort en compta que je ne m'occupais plus de rien. On avait une excellente façon de travailler ensemble. Je me souviens de ça. Et c'était super. Il est un peu contrôleur de gestion. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu son métier quand même. Il donnait des leçons à tout le monde à chaque fois qu'il y avait un problème à la fédération. Au bout de 20 secondes, le pauvre mec en face était rétamé par Vince qui lui avait mis 3 taquets, 2 uppercuts en termes de comptabilité, ce qui fait qu'en général, on avait une paire royale. Et alors là, c'est vrai qu'effectivement, en termes de crédibilité, on était allé très vite et très loin. Vince, bientôt sur le podcast aussi. Voilà. Vince, bonjour. Bientôt. Donc là, on a parlé de pas mal de sujets, on a parlé de pas mal de sujets de structuration. On a parlé des compétitions, on a parlé des réglementations. Ouais.
Et j'ai l'impression qu'on a quand même fait pas mal de sauts dans le temps à certains moments. Quoique non, là, pour moi, la première équipe de France, c'est quoi? C'est 96, un truc comme ça? C'est les tout premiers, là. On avait espèce de jogging tout moche de Roller Station, là. C'était les premiers temps, non? Oui, oui, c'est ça. On essayait de se bagarrer pour avoir un peu de matos, donc on trouvait ce qu'on pouvait. Hawaii Surf nous filait un coup de main. Rigro, si tu nous entends, bonjour. Il a quand même beaucoup contribué à ça. Il y a pas eu que, hein, il y a eu, ça a été un peu la guerre entre les différents shops parisiens pour savoir qui nous filerait le plus de matos. Il y avait la randonnée roller. Enfin, il y avait plein de, c'est une grande, enfin, c'est un moment où le roller est très médiatisé et où on sent qu'il peut percer. Et malheureusement, la vague va se briser un peu sur deux, trois récifs qu'on pourra identifier après. Mais effectivement, ça vient là. Et le premier gros événement fondateur, enfin, je sais, là, Luc, je vais peut-être avoir besoin de toi. Moi, pour moi, c'est Bercy. Mais Bercy, c'est un gros traumatisme, hein. Moi, Oui, oui, on en a parlé beaucoup déjà. Bercy, moi, ça restera mon plus grand trauma. Et je pense que alors, s'il faut qu'on en parle 2 secondes, c'est vraiment le symptôme de l'incompréhension totale de la Fédération française de roller skating et du milieu du roller acrobatique, c'est Bercy. C'est-à-dire que nous, on arrive en disant, hé les gars, la fédération, il y a un événement qui est en train de se monter à Bercy sur le roller, qui fait beaucoup de bruit, qui fait parler d'île. Comment se fait-il qu'on soit pas associé à ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, au lieu d'avoir une réponse intelligente qui était de dire, bah écoutez, on va aller regarder ce qui se passe et on va essayer de faire ami-ami avec ces gens qui organisent un truc autour du roller pour voir ce qu'on peut faire. Les mecs nous ont envoyé qu'un huissier de justice pour essayer de faire interdire la manifestation. Et là, ça a été compliqué. Parce que je me souviens quand même d'avoir été, parce que comme ils n'étaient pas courageux du tout, c'est moi qu'ils ont envoyé. C'est moi et Luc qui était venu me tenir, me Mmh. donner de l'oxygène pendant qu'on faisait ça, parce que c'était quand même ça dont on parlait. Et je me suis retrouvé, alors je sais pas si vous imaginez la situation, au sein du Palais Omnisport de Paris-Bercy, avec main dans la main et bras dessus, bras dessous, avec un huissier de justice mandaté par la Fédération française de roller skating pour faire constater que Monsieur Philippe Baby organisait un événement contre l'avis de la Fédération française de roller skating. Je savais plus ni comment je m'appelais, ni où me mettre. Et j'étais en face de toute la communauté roller qui était là pour s'éclater en plein cœur de Bercy avec un homme de loi pour essayer de faire interdire la manifestation. J'ai jamais compris comment excusez-moi messieurs, il faudrait peut-être qu'on essaye de travailler avec ces gens. On en était arrivé à, bon, et ben du coup, on est en référé avec un huissier. Et je dois reconnaître que c'est pas le souvenir le plus glorieux de mon existence, qui m'a pas fâché avec Philippe Baby, hein. On a pu se parler après, il s'est passé d'autres choses avec lui, on a pu discuter, mais ça a quand même été quelque chose, enfin voilà, pour les gens qui savent pas, un huissier de justice, c'est quand même, c'est un peu compliqué. C'est un épisode qu'on a tout, enfin, que j'ai pu raconter. Je pense que Gabriel a pu en parler, Wilfried a pu en parler. Enfin, c'était clairement un tournant majeur. On l'a tous vécu à notre manière. Voilà, mais comme quelque chose d'inadapté. Pour moi, il y avait vraiment l'idée que c'était lié à la manière dont la communication était gérée à la fédération. C'était une agence de com à ce moment-là qui prenait ses sous sur ce qu'elle ramenait. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu se faire des sous et que Bercy a refusé et qu'ils ont fini par envoyer quelque Exact. chose. Pour moi, c'est ça. Il était Ouais. terrifiant, le mec. Je sais plus comment il s'appelait, mais c'était une horreur, ce garçon. Pardon, excusez-moi. Je devrais pas être méchant, mais lui, non, il était particulièrement pas, enfin, oui. Oui, bah c'est traumatisant dans l'esprit parce que on était un endroit pour notre sport et Et on entre faisait autre chose. Si on prend des souvenirs plus, Plus on va chouette, dire, moins traumatiques. il y a un très, très beau souvenir. C'est pour une raison que j'ai un peu oublié les tenants et les aboutissants du truc, mais on s'est retrouvé au championnat du monde de course en Espagne. du genre. Pardon? Ah, il y a eu Gujan, mais il y a eu les championnats du monde à Pampelune, ouais, où j'avais emmené tout le monde pour faire une démonstration de l'équipe de France. On faisait du saut et du slalom. J'avais fait mon truc comme d'habitude. On avait fait une super démo. Pour le coup, on avait des chouettes tenues bleu, blanc, rouge, tout ça, tout ça. Donc, ils nous avaient, ils avaient trouvé du stock d'équipements course pour nous le mettre sur le dos. C'était la première fois qu'on avait du Adidas bleu, blanc, rouge avec marqué FFRS dessus. C'était plutôt pas mal. Et cet événement-là c'était un chouette truc parce qu'on est parti on a rencontré toutes les nations du monde qui faisaient de la course et qui effectivement avaient chez eux des gens qui faisaient du saut, du slalom, du street ou de la rampe. Et on a bien senti que ça les intéressait et qu'il y avait quelque chose à faire. J'avais beaucoup discuté avec les Belges et voilà, enfin je m'étais débrouillé. Et j'ai un très très beau souvenir parce qu'on était à table, on a été reçus de façon tout à fait agréable et sympathique avec les gens du ministère de la Jeunesse et des Sports. On venait de gagner la Coupe du Monde de football, on était à 98, on sortait de là.
on était avec une équipe de France qui était de roller acrobatique qui était vraiment à l'image aussi de celle de l'équipe de France de football. Donc c'était très agréable et on avait l'impression, c'est Marie-Georges Buffet, la ministre de la jeunesse et des sports. Et ça a été un très beau moment. Il y avait les deux Pierre, j'ai oublié, on les a pas dit, ils étaient pas de la défense, ils étaient d'ailleurs, mais il y avait Pierre Jouvon, Pierre Pierre Bensi. Jouvion, Pierre Bensi qui était avec nous et c'est ça qui faisait partie de la délégation et cette démonstration à Pampelune avait été enfin pour moi elle reste un très beau moment comme tout ce qu'on a fait avec Royal Air Maroc cette période et après derrière en street et en rampe. Toi qui avais discuté à cette époque-là avec les autres fédérations internationales, ou enfin les autres fédérations nationales, pardon, qui étaient à Pampelune, j'imagine que vous avez parlé du développement de l'acrobatique dans les pays à ce moment-là. Absolument et c'est là qu'on s'est aperçu que, alors le développement de l'acrobatique dans les pays, ça intéressait tout le monde, mais par contre à l'international, on s'est très vite aperçu qu'il y avait une lutte de pouvoir déjà entre les différentes disciplines du roller et que, le roller acrobatique n'était pas nécessairement le bienvenu à l'international et ça, c'est resté, et c'est toujours le cas. C'est-à-dire que mon analyse, si je prends de la distance et que je regarde ça de loin, je me dis que on avait commencé à bosser sur l'idée du roller olympique, hein. C'est pour ça qu'on avait été à Tehachapi avec Vince et avec Nicolas Mougin parce qu'on s'était réunis avec les Américains dans l'idée de se mettre d'accord sur comment on pouvait faire en sorte que le roller devienne olympique. C'était la grande époque du circuit ASA d'une volonté d'aller vers l'international. Et donc avec Luc, on avait bien compris que si on voulait faire quelque chose, il fallait qu'on accompagne le mouvement et qu'on arrête de lutter contre tout le monde, hein. C'était ça, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu développer les choses. C'est-à-dire que dès qu'on a eu l'intelligence, non plus de taper sur tout le monde, mais d'essayer de comprendre comment on pouvait, nous, rentrer dans l'ASA et dans les différents circuits, comment on pouvait discuter avec tout le monde. C'est comme ça qu'on construit quelque chose. C'est pas en luttant contre, hein. Donc, c'était ça l'idée. Donc, on avait participé à ça et on avait bien compris à l'étage du dessus, hein, au niveau de la Fédération internationale de roller skating, il y avait déjà des luttes internes qui étaient absolument sanglantes entre les différentes disciplines pour savoir qui pouvait devenir olympique. Et je pense que, honnêtement, le roller acrobatique avait sa carte à jouer à ce moment-là, mais comme ils n'étaient pas d'accord entre eux sur qui devait devenir olympique, il est évident que nous n'étions pas assez puissants. Il y avait la structuration de l'acrobatique était certainement pas assez puissante, pas assez identifiée pour pouvoir faire du lobbying et arriver à s'imposer contre des disciplines beaucoup plus anciennes. Si c'est mon analyse, je la partage avec moi-même et ça m'ira bien comme ça. Mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas eu lieu. J'en ai reparlé avec Nicolas Mougin il y a 4 mois. Ressemble fortement à quelque chose de cet ordre-là. Ça a été compliqué la question de l'olympisme au niveau international, parce qu'effectivement, il y avait Juan Antonio Samaranch en 92 qui a essayé de faire rentrer le rink au jeu, du fait qu'il était, lui, président du rink un petit peu au niveau de l'Espagne. Derrière, il y a le roller hockey qui est arrivé, qui a remis ça en question. La course est arrivée et elle a dit non, non, c'est nous. Et l'artistique est arrivé en plus en disant non, 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 c'est nous. Et en plus, bon, la course comme l'artistique, des disciplines fortement italiennes, à l'image de la direction de la FIRS. Donc finalement, le roller acrobatique, qui était à cette époque-là peu structuré au niveau de l'Italie, c'était compliqué. Et du coup, c'est le skateboard qui a gagné. Et à la fin, c'est le skateboard qui gagne. Et c'est très drôle Voilà. et on a envie de leur dire, bah voilà, vous avez raté une occasion en or de faire passer ça aurait pu être une très belle porte d'entrée pour les autres disciplines du roller, hein. C'est là où à mon sens, le calcul est mauvais. C'est que si le roller était arrivé par là, effectivement, il aurait pu s'installer. Et la course, à mon sens, en termes de visibilité et de sportivité et d'image, hein, un 70 km en roller à des Jeux Olympiques en course, ça peut valoir le coup aussi visuellement parlant, mais bon voilà. D'autant qu'en plus, à l'époque, il y avait un soutien visuel, enfin, comment dire, c'était pas vraiment un soutien visuel, mais il y avait l'audience des X Games Oui. aux Et c'était États-Unis une demande la descente. du diffuseur et c'était une demande du diffuseur qui voulait j'oublierai jamais, je ne sais plus quel président du comité international olympique disant je ne sais plus à quelle ouverture de Jeux olympiques ou clôture de Jeux olympiques, ils avaient parlé et des sports de demain il y avait eu en démonstration roller, skate et BMX. Et on voyait bien que c'était le trio roller skate BMX avait quelque chose à faire là et que c'était très intéressant. Comme aujourd'hui il y a du surf, comme on a vu les nouvelles disciplines
de glisse arrivé aux Jeux Olympiques d'hiver avec le snowboard, la rampe, toutes les disciplines de boss et qui n'existaient pas à l'origine. Et donc ça reste pour moi assez mystérieux et incompréhensible. Enfin, si, j'ai expliqué tout à l'heure, mais je reste très affecté, très, je ne dirais pas qu'à dire triste, hein, mais en tout cas, ça me semble assez bizarre que le roller soit jamais n'ait pas réussi. J'espère qu'un jour, j'espère voir le roller en discipline olympique. Il y a eu en plus une prise de conscience du CIO que son audience était quand même une audience qui était en train de vieillir, que du coup elle s'érodait et qu'il fallait aller taper un petit peu sur les terres des X Games et de ESPN. Absolument. Parce que ESPN avait compris très tôt que c'était sur ces sports-là que reposait l'audience. Donc là encore, à cette époque-là, il y avait une concurrence parce que le roller était toujours aux X Games. Et puis finalement, il en est sorti. Donc à partir du moment où il n'y a plus les annonceurs, peut-être que ça a un petit peu changé la donne au niveau du CIO également. Ah bah ça, les gens qui vendent du matériel te diront que les gens qui font du roller n'ont pas de chaussures. Ah, ils ont des chaussures, mais Ils avec ont des des chaussures. Non, ils ont des chaussures, mais quand ils font pas de roller, donc c'est là que c'est moins intéressant. Ils s'achètent les chaussures des skateboarders. Je voudrais revenir un peu en arrière, moi. Il y a deux choses. La première, c'est qu'on est passé très vite sur la partie rampe. On a dit juste à l'heure, tu as dit juste, ouais, il y avait Taï qui faisait un peu de rampe, mais j'aimerais bien qu'on reparle un peu de la rampe et tout ça. Et la deuxième, c'est j'aimerais bien qu'on reparle juste du début de l'époque des équipes de France, parce que là, en fait, il y avait toute une génération. Je pense à des gens comme moi, des gens comme Roy, des gens comme Agnès, les deux Pierre, etc. Il y avait beaucoup d'émulation, il y avait beaucoup de choses à faire. Pour nous, c'était une époque hyper intéressante d'émulation, quoi. Ouais. J'aurais aimé que tu dises un mot, en fait, un peu sur toute cette génération que tu as vu grandir, en fait, puisque tu nous as vus, on était potentiellement ados, voilà. Et puis après, qu'on parle de la rampe, en fait, de la rampe et le street, comment tout ça s'est arrivé, Alors, en fait, en roller, en saut et en slalom, il s'est passé plein de choses. On est allé en Italie. Milan, on était 3 voitures. Hein. Milan, il y avait 3 voitures. Moi, j'en conduisais une. Il y avait 2 autres conducteurs. Il y a toutes ces villes, toutes ces destinations-là. C'est les premiers camps d'entraînement. à Saint-Jean-d'Hiversem. Pas que. Il s'est passé plein de choses. On a organisé plein de trucs. On a financé un certain nombre d'opérations. Parlons de Rachid Menchar et de Pierre Chauffion. On pourra pas tout raconter. Mais nous étions quelque part du côté de Montpellier et donc là il y a eu là ça a été ouais, si on va y aller, ouais. Il m'avait piqué les clés de la voiture pour aller écouter de la musique soi-disant avec Pierre Jouvion et j'ai été les chercher à 10 km parce que ni l'un ni l'autre n'était majeur, ni l'un ni l'autre n'avait permis de conduire et donc j'ai été les récupérer avec un autre véhicule. On les a retrouvés en plein milieu de la Cambrousse, on a récupéré la voiture, on est revenu. C'était très drôle. Enfin, à ce moment-là, moi, je l'ai pas merveilleusement bien vécu sur le moment, mais à quelques années de recul, ça peut être assez rigolo. Il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup d'aventures de ce type-là, alors il y a eu des blessures, il y avait de la vie, C'était une espèce de petite famille avec quelquefois des chicaneries et des grognements. Mais grosso modo, moi, je garde un très beau souvenir de ça, de tous les moments d'entraînement. On essayait de structurer le sport et donc c'est ce que je disais à Nicolas Mougin, j'ai jamais vraiment réussi à vous faire courir, mais quand même un peu. Donc voilà, on essayait de faire du cardio et de la préparation physique. On a essayé de développer tout ce qu'on pouvait développer, sans kiné, sans médecin, sans budget. Voilà. Donc l'idée, c'était de se débrouiller. Je dirais pas qu'on faisait du camping, mais c'était pas loin. Et on arrivait quand même à faire des choses et on s'est déplacé. Aller vers l'international était la chose la plus intéressante. Hein, toujours se déplacer à l'étranger, donc l'Italie, la Suisse, et puis après on est allé jusqu'à Moscou. Hein, des compétitions de roller, souvenirs mémorables de Monsieur Bourdin à Moscou. Il avait plein de copains. Avec Vince aussi, c'est lui qui avait développé ça. Ils sont allés en Chine, nous on est allés enfin j'ai fait les États-Unis avec ceux du street et de la rampe, mais pour le saut et le slalom, effectivement, c'est toute une époque. Et voilà, donc ma maison servait de camp d'entraînement aussi. Ils se sont retrouvés un certain nombre de fois à la campagne parce qu'ils pouvaient courir, c'était pas pollué, mais c'était vraiment empirique. Enfin, on apprenait, on réinventait l'entraînement. Hein, donc c'était, je sais pas combien de portes ouvertes, on a essayé de rouvrir, hein, mais c'était vraiment ça.
Et effectivement, je me souviens de toute l'équipe, il y en a beaucoup que j'ai récupéré dans les équipes de France quand ils étaient grands ados et qui sont devenus de jeunes adultes en faisant du roller et qui ont des nouvelles que j'ai aujourd'hui pour beaucoup de superbes vies. Et je suis très heureux d'avoir pu, peut-être, j'espère, en tout cas, grâce au travail d'organisation que j'ai pu faire, mettre un peu de joie et de bonheur dans tout ça. Sur la partie rampe, on passe d'une situation où en gros il n'y a pas grand monde qui fait de la rampe. Ouais. Quand est-ce que vous voyez arriver ça en fait? Alors, il y a un nom qui va m'échapper, mais Olivier Trion, Châteauroux, pardon? 98. Ouais, Olivier Trion. Olivier Trion, Châteauroux, Ça 98. marche. Voilà, Et je te le refais. après, ouais, il y a ça. Et puis, je me retrouve très vite aux États-Unis à faire des compètes de rampe parce qu'il y a de la rampe aux États-Unis. Et donc là, j'emmène Nicolas Mougin, ça c'est sûr. Et il y a un nom qui me revient pas en Luc Luc Lemaire, Lemaire, ça c'est sûr aussi. Il y en a encore un avant qui était Fred Fred Volpi. Volpi. Et Fred Volpi, moi je me souviens, c'est ma première visite aux urgences dans un hôpital américain, c'est avec Fred Volpi et une arcade sourcilière littéralement éclatée parce que monsieur avait fait une chute sur une big qui était absolument, c'est terrifiant. Et l'arcade a éclaté. Raphaël Gorgeux aussi. Mais les deux arcades que j'ai vu péter sur du roller, c'est Raphaël Gorgeux sur à la Grande Arche de la Défense et Fred Volpi sur une rampe. C'est mes souvenirs d'arcade. Et les arcades sourcilières, je peux vous assurer que en termes de volume de sang qui s'écoule, c'est terrifiant. Donc, faut avoir le cœur bien accroché. J'en ai d'autres si vous voulez. Hein. Dans les gamelles avec les os qui sortent et les trucs, j'en ai quelques-unes qui sont pas mal. Mais là, c'était sympa. Bon, bref, ils me l'ont recousu, ils me l'ont rendu. On est rentré à la maison. J'ai pas payé 2 millions de dollars et j'ai pu le ramener tranquillement en France. En fait, il a pris une belle gamelle. Donc voilà, ça pour moi, c'est ça le développement et le principal, là où ça décolle vraiment. C'est en 2000 quand on commence on s'est fait copain avec Plaza, on a découvert Woodward et on commence à faire des allers-retours aux États-Unis et on va les entraîner à Woodward. Là, ça a été un gros développement. On trouve les financements auprès de la Fédération française de roller skating et de la DTN pour avoir notre propre réseau notre propre circuit d'entraînement et on va pouvoir s'appuyer sur les infrastructures américaines. C'est dur d'avoir les financements là? C'est pas simple, mais on les trouve. Et là, c'est là qu'on bosse comme des fous avec Vince, hein, parce que c'est l'époque où il est là. Et c'est vrai que c'est le moment où on a commencé à arriver à une certaine autonomie financière et où on avait un budget. Et donc là, on peut faire des choses. On peut acheter des billets d'avion. On arrive à se débrouiller et on les emmène à la fois en entraînement, à la fois en qualification. On arrive à des stratégies assez malines où on a entraînement entraînement à Woodward, puis ensuite une compétition ASA qualificative. On qualifie un maximum de petits Français et ensuite on revient pour la grande finale. Et c'est là qu'on va réussir à faire ça 2 années de suite. Et après ça, on va me signifier que la sortie c'est par là et donc je vais arrêter, je vais quitter la CNRA. Le décollage, c'est vraiment ça, c'est les années 2000. Luc l'a dit, à 98, ça commence à faire un peu de bruit à Châteauroux. Et Luc est la passerelle entre le saut, le slalom, le street et la rampe. Enfin, à mon sens, moi, le seul individu que je connaisse qui a été capable de vraiment joindre l'ensemble, c'est Luc avec sa technique, à la fois en tant qu'athlète et en tant que responsable et que sélectionneur et que ensuite travaillant à la fédération. Walid, en athlète, était pas mal là-dessus. Walid était un super athlète, mais le côté, ouais, c'est ça, sur l'ensemble. L'autre énorme chantier qui a été un moment extraordinaire, c'est le moment où on a réussi à faire entrer Luc à la Fédération française de roller skating, hein, parce que ça a été le premier salarié clairement identifié roller acrobatique. Et là aussi, ça a quand même énormément changé la donne en termes de relations avec la fédération. C'est qu'on avait quelqu'un qui était dans la maison Fédération française de roller skating et qui pouvait qui nous expliquer quels étaient les rouages et par où il fallait passer pour arriver à tel ou tel résultat. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire, un travail de titan. Ouais, mais c'était un binôme, hein. Enfin, clairement, moi, il y avait technicien élu, on a fait un binôme pendant plus de 10 ans. Exactement, c'était la tête et les jambes. Je vous laisse vous débrouiller. Je vous laisse dire qui était la tête, qui étaient les jambes, mais c'est vraiment ça. C'est cette idée-là. Et ça, on a, je pense, fait énormément avancer les choses grâce à ça. Pour moi, la fin de ton mandat, c'est le moment où la CNRA gagne son indépendance, gagne le chéquier. C'est quelle année ça, la fin de ton mandat? Ouais, en 2004, et c'est exactement ce que vient de dire Luc. Il y a un mec de la course qui nous connaissait bien. On se séparait d'eux. Hein, c'était le moment où on allait avoir notre propre. On arrivait. Le mec m'a dit c'est extraordinaire. Ça fait 15 ans que je te vois bosser là-dedans. Et si au moment où tu arrives à tout, qu'ils te foutent dehors, c'est merveilleux. Il m'a serré la main, il m'a dit au revoir. Je suis rentré chez moi et j'ai dit plus jamais. Début des années 2000, on a commencé à monter des sites.
Je Ouais, pense à Camille et Luc avec Freeride ouais. BX, à Scali et KCF avec SCSK Roller, nous on avait fait Roller FR, etc. Comment ces sites vous ont, alors je sais pas, peut-être aidé dans le travail au niveau au niveau fédéral, au niveau CNRA à faire connaître nos disciplines et tout? Est-ce que ça a eu un impact quelconque? Comment tu vois ça, l'arrivée de ces sites? De façon extrêmement positive. Moi, j'y participe assez peu. Ce que j'avais fait, en termes de roller qui était, c'est au moment de Roller Mag, des journées papier. Ça, je maîtrisais à peu près. À chaque fois qu'on était quelque part, je faisais des photos et donc j'ai pour un certain nombre d'articles que j'ai signés, avec des pseudonymes parce que ça faisait un peu beaucoup d'être à la fois le président de la CNRA et le journaliste qui faisait le reportage sur la compétition internationale. Tout le monde savait que c'était moi en même temps, donc enfin, voilà, c'était juste pour avoir l'air de pas être trop le même. Mais je faisais texte et photo et je me souviens d'articles assez sympas que j'ai fait sur, Nicolas Mougin qui était, champion du monde amateur de rampe, Vincent Vivanca qui gagnait à Amsterdam une compétition, enfin d'articles un peu, dans cette veine-là. J'étais assez content avec, donc du coup avec Gabriel Denis qui réalisait mes textes et qui corrigeait mes fautes d'orthographe. On a fait pas mal de trucs dans ce genre-là. Quand on arrive, les sites internet, moi, il va me falloir un peu de temps parce que comme je suis vieux, je vois ça arriver de loin et donc la jeunesse que vous représentez, enfin, ou la génération que vous représentez a sauté sur le truc. Et moi, j'ai vu ça, j'ai vu arriver avec beaucoup de bienveillance, hein. J'étais pas énervé. Les forums étaient relativement calmes. Moi, quand ça bastonnait plus dans les assemblées générales de la fédération. Et l'idée, c'est que moi, j'ai vu tout ça arriver et se développer avec beaucoup d'intérêt et sans y participer plus que ça, on m'a pas demandé de grand chose par rapport à ça et que il m'a fallu du temps. Enfin, aujourd'hui, je suis assez branché. Mon école a un site internet et je vois bien à quoi ça sert, les réseaux sociaux et les différents médias sociaux. Mais à l'époque, il m'a fallu un peu de temps pour m'y mettre parce que je suis d'une génération qui était plus télévision, photo, magazine, papier. Donc T'as réussi à faire venir Camille quand même de Freeride BX sur la tournée à oui, Marrakech, là où à Agadir, un des deux. ça, T'avais fait ça. ça, il y a pas de souci, Et ouais. effectivement, t'étais moins sur ces réseaux-là, même s'il y a la bienveillance. Par contre, t'as beaucoup plus connu tous les plateaux télé, toi-même, t'as fait de la vidéo et tu as continué jusqu'à très récemment à en faire, à couvrir le roller. Mais voilà, les plateaux télé, ça a été un grand. C'est un truc qui marchait très bien. Et on savait faire. J'ai traversé la France avec Luc Bourdin dans la voiture, qui n'était pas dans une forme olympique, pour faire une émission spéciale de France Télévisions. Parce on roulait un peu vite. Je n'ai pas perdu mon permis ce jour-là, mais on avait fait. On revenait de Gujan-Mestras, je crois. On a fait Gujan-Mestras Paris assez rapidement, de mémoire. Et c'était parce qu'il y avait il y avait un événement au Trocadéro avec de nouveau c'était Stade 2 avec un animateur de Stade 2 en direct. On avait fait plein de choses, on a été à Reims, on a filmé, je me souviens avoir emmené Stade 2 aussi, journaliste de France Télé, à Reims avec les deux jumeaux, j'ai oublié leur prénom mais ils étaient fabuleux les deux gamins. Les frères Croiseau. Voilà, qui était super. On a monté, on a vraiment essayé de mobiliser un maximum de gens autour de la médiatisation de ce sport. Je me rappelle la fierté familiale le jour où mes parents ont vu sur Canal+ la démo pour la journée du Ouais, sport. On avait fait à la place des Guignols à 20h le Trocadéro et tout. c'est On ça. était là avec Pierre, Zub et tout ça, Agnès et tout. Ça c'était un grand moment pour nous. Ah oui, oui, bah, il y a eu alors et puis après ça, il y a eu tous les épisodes où on sautait dans l'eau à Arcachon, dans un certain nombre de trucs, comme dirait notre ami Stéphane Zuber, puisque tu parles de lui, Racachon. Arcachon, j'ai re-regardé les rushs d'Arcachon il y a pas longtemps où Pierre Bensi s'était pris une tôle monumentale, il saignait un peu et donc du coup, ils sont revenus après. Ils ont fait un retour antenne où ils montraient que Pierre allait bien, qu'il n'était pas à l'hôpital, qu'il a fait un petit coucou, des choses comme ça. C'était vraiment, c'était assez extraordinaire. Il y a eu quelques beaux moments. On a traversé la France avec le gros tremplin sur le toit de la voiture. Fallait faire attention sous les ponts. Ouais, non, mais il y avait ce côté média, les émissions, les plateaux télé, les directs, etc. Donc ça a été un épisode. Après, ce qui a fait ton intérêt, parce que t'es venu par l'image et ça, il fait partie. Et pour moi, l'autre truc que t'adorais, c'était les voyages et puis les voyages, les photos, parler en anglais, expliquer en anglais, etc. Ouais. C'est ce que raconte Stéphane Luchy quand je l'interviewe sur son souvenir de Lhasa. C'est donc il arrive et il est un ou deux derrière la barre des qualifications sur la finale à Los Angeles.
prends mon courage à deux mains, je descends et avec mon anglais, je vais négocier avec les organisateurs en leur disant vous avez sélectionné 15 gamins et ce serait bien que en fait ils sont très nombreux, il y a du super niveau, pourquoi vous en prenez pas 20? Ça tombait bien parce que dans les 20 j'en avais 2 à moi donc c'était pas orienté du tout, c'était pas intéressé comme remarque. Ils m'ont regardé, ils ont réfléchi, ils ont fait OK. Donc le Stéphane est passé de je suis pas qualifié à je suis qualifié en l'espace d'une fraction de seconde, ce qui était un super souvenir. Et c'est pareil avec Nicolas Mougin, j'ai des grands souvenirs de mes capacités à organiser et à les gérer sur place. Je parlais suffisamment bien anglais et je connaissais suffisamment les États-Unis pour réussir à lever un peu les obstacles et les barrières et faire en sorte que ce soit fluide et que ça se passe bien. Donc c'était ça a été un super souvenir. Les photos que j'ai pu faire, j'en ai une collection énorme. Les vidéos, alors les vidéos, il y en a quelques-unes dans celles qu'on a vues, mais j'ai digitalisé il y a pas très longtemps plusieurs heures de cassettes roller, particulièrement tout le stage d'entraînement qui avait été fait à Woodward avec Nicolas Mougin et Luc Lemaire, avec des moments qui sont à hurler de rire, hein, vraiment, et où il y a un super niveau et des images qui sont encore regardables aujourd'hui. Comme j'ai plein d'élèves qui font du montage, je pense que j'ai pas fini de les faire travailler avec ces images-là, ce qu'on appelle des rushs exotiques. Dans une école d'audiovisuel, c'est parce que c'est vieux et dans des définitions bizarres, donc forcément ça les oblige à faire quelques opérations techniques qui sont pas inintéressantes. Il y a tout un sujet autour de la mémoire du roller, en fait. En fait, la situation dans laquelle on se trouve, c'est que il y a donc des choses qui n'étaient pas sur Internet, qui se trouvaient principalement, on va dire, des photos, des vidéos, des magazines. Donc les magazines, c'est plus ou moins facile de les avoir, mais tu peux retrouver des infos. Les photos, les vidéos, c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui les ont plus, hein, ou dont les cassettes marchent plus, etc. Après, tu as toute la partie Internet des années 2000 où il y a beaucoup de choses qui ont disparu parce que soit les gens ils se sont fait leurs disques durs qui sont cassés, je pense à des gens comme Camille qui avait plein de trucs, soit c'était sur des sites, les sites n'existent plus, soit c'était sur les réseaux sociaux mais c'est introuvable, etc. Et donc ça c'est compliqué. Alors moi j'ai toujours fait de l'argentique, donc ça existe encore. Voilà, mais justement en fait, ça c'est de la mine d'or pour nous. Pourquoi ? Parce que l'idée qui est sous-tendue aussi derrière tous ces podcasts, c'est de faire perdurer un peu cette mémoire et d'arriver à mettre tout ça au même endroit, quoi. Donc si tu as plein de cassettes, on espère fortement voir plein de montages qui vont étayer un peu tout ce qu'on dit avec toutes C'est les ce que interviews. c'est ça, c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. C'est quand je suis revenu, alors, 30 secondes d'explication. Quand on fait passer des BTS audiovisuels à nos élèves, il faut fabriquer des projets à caractère professionnel et donc le film dans lequel j'ai re-interviewé Luc et dans lesquels j'ai fait ressurgir ces vieilles images, c'est dans le cadre d'un de ces projets-là. Donc c'est assez rigolo. Et l'idée, c'était ça, c'était l'équipe de France de roller acrobatique 2000 à aujourd'hui, hein, donc une espèce de passerelle. Et donc d'aller interviewer Nicolas Mougin et Stéphane Luchy. Stéphane Luchy qui est le sélectionneur de l'équipe de France de roller acrobatique de maintenant et qui était le petit gars du Nord de 17 ans que j'emmenais partout en Californie il y a en 2000. Donc forcément, c'est intéressant. Forcément, c'est émouvant de les regarder se regarder. Et forcément, c'est un travail de mémoire qui veut dire que petit jeune qui fait du roller aujourd'hui, n'oublie pas que il y a 20 ans, il y a des gens qui ont commencé à ouvrir la voie et que vous portez et vous êtes les héritiers de ceux qui se sont défoncés avant vous pour vous amener là. C'est quelque chose d'important et donc je suis moi je suis très content de ce petit documentaire qu'on a fait qui débouchera probablement sur d'autres choses. Et effectivement, sur un vrai travail de donc la digitalisation et ces cassettes, parce que je me souviens d'un jour où avec Luc, enfin en tout cas, il m'avait refilé des cassettes, j'avais tout dupliqué sur du numérique. J'avais déjà réussi à passer de l'analogique au numérique sur toutes les émissions qu'on avait faites, l'émission des records, tous les tout premiers, tout ce que j'avais comme cassette avec du roller a été numérisé avec plus ou moins de bonheur, avec quelquefois des timecodes, il y a des trucs un peu bizarres, mais en tout cas, j'en ai une grosse partie et je les ai retrouvés et j'ai pu les numériser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils existent sous forme de fichiers numériques, donc qui peuvent être exploités, séparés, scindés. Donc ça, c'est un travail qui est hyper intéressant. Mes photos en argentique, il faut les scanner parce que j'ai malheureusement plus. Alors celles qui avaient été digitalisées et qui existaient en numérique, elles ont disparu dans des disques durs. Par contre, les photos originales en argentique, elles existent toujours, elles sont en très bon état et on peut les rescanner. Particulièrement, on en avait fait plein un stage d'entraînement avec qui avait été celui de Montpellier là, Laon à Montpellier, il y en a plusieurs, mais Montpellier, putain, j'en ai, je sais pas, j'ai 200 rouleaux de slalomeurs, sauteurs dans tous les sens avec un ciel bleu magnifique derrière, je me souviens, c'était joli.
Et j'ai tous mes articles, tous les articles auxquels j'ai pu participer, je les ai effectivement sous forme de papier sur un pressbook. Donc voilà, tout ça, ça existe encore. Ça ne demande qu'à être publié, republié. Avec Walid, nous serons ravis de récupérer quelques archives, effectivement. On récupère D'autant des plus vidéos tout de que suite, ouais. ouais, on a cette volonté effectivement de mettre à disposition d'autant de monde que possible la mémoire du roller et surtout, comme tu disais tout à l'heure, de montrer aux gens qui sont là aujourd'hui que ça vient pas de nulle part, que le roller est pas sorti ex nihilo. Comment t'arrivais toi à l'époque à concilier ton engagement associatif avec ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là déjà? Bah écoute, j'avais la chance de travailler dans une école, donc d'avoir énormément de temps libre. C'est-à-dire que le principe d'une école, c'est que il y a les vacances. Tu as, je ne sais pas combien de semaines où il n'y a pas d'activité. Et donc, j'avais cette liberté tout l'été, en tout cas, de pouvoir faire un paquet de choses et ça tombait bien. Les compétitions étaient en général calées sur ces périodes-là. Ça a permis beaucoup de choses. Je serais incapable aujourd'hui de faire ce que j'ai fait à cette époque-là, mais c'était un autre moment. J'étais aussi en bien meilleure forme en termes de santé que maintenant, donc je pense que je pourrais plus le faire aujourd'hui. Et j'avais le soutien financier de ma famille, ce qui n'était pas rien parce que Elle a avancé. il y avait un peu de, ouais, il y avait des avances de frais qui étaient assez considérables. Je pense particulièrement aux déplacements aux États-Unis où il fallait avoir les reins solides puisqu'on avait, il y avait une partie des frais qui étaient pris en charge directement par la fédération. Voilà, on arrivait à les billets d'avion notamment, j'arrivais à les faire financer par la fédération sans avoir à faire d'avance. C'est-à-dire que j'allais dans une agence de voyage qui envoyait la facture à la fédération payait et on récupérait les billets. Donc c'était confortable. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'engagement. Ma maison servait voilà, ça servait d'hôtel. En arrivant, en sortant de démonstration, il était couché partout. Les gamelles de pâtes géantes à 3 heures du mat en arrivant de je sais pas où. Enfin, il y a eu beaucoup d'épisodes dans tous les sens pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. C'est ce que je dis, hein, le côté un peu empirique, camping, où on réinventait l'eau chaude, mais qui était très sympathique et très, très vivant. Le chien aussi. Comment est-ce que tu vois, avec le recul, tous ces accomplissements? Parce qu'en fait, finalement, t'as vu vraiment du tout début, l'embryon, tu étais là au tout départ, jusqu'à quand tu es parti, où le roller accro devient une vraie discipline avec son autonomie à la Fédé, enfin, des vrais athlètes, quoi. Quel regard tu portes sur tout ça, en fait? Je suis très content que ça fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est ce qu'on aurait voulu il y a 20 ans. On aurait adoré avoir un staff technique avec kiné, médecin. La première visite médicale de l'équipe de France de roller acrobatique, c'est moi avec le médecin de la Fédé. Je m'en souviendrai, c'était à Bordeaux. Le premier stage quand on était à Talence, au Krebs de Talence, et on n'avait même pas eu le droit de loger au Krebs. Il fallait qu'on soit à l'hôtel, donc je faisais des allers-retours dans tous les sens pour les accompagner. Donc il fallait qu'on fasse le trajet à chaque fois. Crêpes de Talence, voilà. Et ça, c'est la première grosse. Enfin, si on veut revenir sur la structuration, première grosse étape, on a droit aux médecins de la Fédé et on a droit à des électrocardiogrammes. Ils regardent comment vont nos athlètes et c'est une première étape. Maintenant, ils ont kiné, médecin, enfin, ils ont tout ce qu'il faut et ils ont le statut d'athlète de haut niveau, ce que jamais Luc n'a eu, on n'a jamais réussi à obtenir. Les mecs nous prenaient vraiment pour des truffes. Je dois reconnaître que quand j'ai appris qu'ils avaient le statut d'athlète de haut niveau, ça m'a fait un super plaisir parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour la vie d'un athlète. Hein. Ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Et après, on est d'accord qu'aujourd'hui, on se retrouve devant les mêmes problématiques, c'est-à-dire que on est à la fois sur un sport jeune, sur un sport qui avec des individus qui sont extrêmement indépendants. Et on aurait besoin, enfin, on voit bien qu'il y aurait un besoin de pouvoir les regrouper pour les entraîner au même endroit. Et sauf que dès qu'on va dans cette direction-là, on va vers quelque chose d'extrêmement cadré. On va vers une normalisation et que cette normalisation et ce cadrage sont pas du tout faits pour aller avec l'esprit de l'accro. Donc c'est un peu le serpent. Enfin voilà, c'est la quadrature du cercle. C'est très difficile à faire, mais en tout cas, je suis absolument ravi que les choses aient pu évoluer dans ce sens-là et dans cette direction-là. Et je pense qu'il y a encore du travail. Hein. Ils sont pas arrivés au bout de la structuration de l'ensemble. Mais il y a vraiment quelque chose à faire. Et dans la conversation que j'ai pu avoir avec Stéphane Luchy, j'étais ravi de voir qu'il a une vision claire et intelligente du développement de ce sport. Quand tu dis que ça va pas avec la mentalité ou la vision de l'accro,
Je regarde ça de très loin, mais j'ai aussi potentiellement l'impression que ça a aussi évolué en se professionnalisant beaucoup plus. Quand tu vois les entraînements, les records qu'ils sont capables de faire, le matos qui a évolué, et cetera, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout dans la même chose que ce qu'on a vécu nous, à l'époque. Ah non, ça c'est sûr, mais on n'est pas encore arrivé au bout. C'est-à-dire que tu vois bien, pour avoir été sur une compète à Lyon et les avoir regardés, patiner, tu vois bien que physiquement, ils peuvent encore progresser. Moi, j'ai un souvenir juste avant de faire le roller, j'avais suivi, Philippe Candeloro pendant, 9 mois et j'avais beaucoup discuté avec son préparateur physique qui s'appelait Jacques Dechoux et qui disait: «Un physique fort égale un mental fort». Et une des forces de Candeloro, c'était son physique. C'est-à-dire que, il avait avec lui un staff qui était capable de lui expliquer, esthétiquement comment il fallait qu'il fasse quelque chose de sympa et il arrivait à créer des programmes qui étaient en lien avec sa personnalité. Mais le type était extrêmement fort techniquement et surtout c'était un monstre en termes de cardio et de capacité à ne pas se laisser, essouffler et à pouvoir tenir un programme long. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Tu vois bien que sur un parc, sur des épreuves des runs de 30, 40, 50 secondes, ils arrivent un peu flingués au bout et tu te dis que la marge de progression, elle se passe là-dessus. Techniquement parlant, ils font des trucs hallucinants, mais simplement, ils ont pas toujours le jus parce que ils ont pas encore intégré et je sais pas si c'est compatible avec la discipline en elle-même, hein. Je suis d'accord avec toi qu'il y a une grosse progression, hein, je l'ai vu techniquement sur un paquet de choses, mais en même temps, tu sens bien qu'ils sont quand même toujours bien essoufflés à la fin d'un run et qu'ils pourraient l'être moins, de mémoire. Je te ressortirai les cassettes de 2002 où tu les vois absolument flingués au bout d'un run en rampe. Effectivement, c'est très physique, hein, ils sont presque en apnée pendant un run. Donc, si tu veux, c'est comment tu tiens 30 ou 40 secondes sans respirer ou quasiment, parce qu'il y a tellement de tension dans les exercices, que ce soit en slide ou que ce soit parce que tu fais des figures. Là, ils en sont au double back, je crois, hein, ce que j'ai vu moi. Tu vois ça, tu fais waouh, c'est super, mais bon, en même temps, tu sens bien qu'à la fin, ils ont besoin d'oxygène et qu'ils tirent la langue. Donc, je suis pas un spécialiste de la chose, mais je pense que si on veut les faire progresser un peu, tu les fais courir, non pas pour en faire des Terminators, hein, mais pour leur donner un peu de conditions physiques et ça devrait, il y a une marge de progression, en tout cas, visiblement, de ce côté-là. Parce que moi, j'ai vu des très belles choses, hein, quand j'accompagnais tout le monde et on a vu des sauts, des slaloms, enfin des trucs absolument merveilleux, merveilleux dans la fluidité, les enchaînements des figures, que ce soit en l'air ou en slalom au sol. Enfin bref, des gens qui savaient tout faire, dont vous faites dont au moins deux d'entre vous font partie, puisque on vous a vu patiner dans tous les sens et sur tous les terrains. Mais voilà, moi je pense que la progression, elle est toujours là et que la prochaine étape de progression des équipes, des athlètes, pas qu'en France, hein, je pense à l'international aussi, c'est ça. Je sais qu'aujourd'hui, ils vont plus manger au McDo, ce qui est un grand point. Peut-être pas pour McDo, mais en tout cas pour leur santé, ça c'est pas mal. Moi, c'était quand même très McDo, hein, parce qu'on n'avait pas de sous, donc on n'avait pas mangé bio, c'était pas l'époque, donc ça mangeait carnivore et McDo. Ouais, t'avais quand même quelques gars d'ailleurs qui ont une durée de vie exceptionnelle dans la discipline, qui sont encore là et qui étaient un peu dans une approche sportive. J'en ai trois, j'ai trois qui me viennent à l'esprit. T'avais les frères Takeshi et Eto Yasutoko, Oui, qui sont dans cette logique-là. T'avais Taïg, et je ouais. pourrais même en rajouter un autre dont tu as parlé tout à l'heure, c'est Nicolas Mougin. C'est des gens qui, eux, effectivement, assez tôt, ont vu ça comme un sport et comme une hygiène de vie. Et d'ailleurs, ils roulent encore aujourd'hui, globalement. Ah oui, oui. Après, effectivement, les autres n'étaient pas du tout dans la même approche. Et il semblerait, de ce que j'ai compris, que ce soit ça qui nous ait coûté un peu notre place aux X Games. On va pas refaire l'histoire, mais absolument, hein, je ne peux aller que dans ton sens. Et pour avoir vécu, moi, la partie extrêmement rebelle et compliquée de certains athlètes qui étaient, on va se le dire, absolument ingérables sur des compètes où on était on n'avait même pas le minimum du respect, hein. Il y a des gestes, les Américains ne supportent pas certains comportements et voilà, malheureusement, ça n'a pas fait du bien et ça n'a pas aidé. Tout le travail que pouvait faire un Nicolas Mougin, un Taïg ou un Luc Lemaire qui était absolument irréprochable en termes de comportement et ça se voit aujourd'hui, hein, tu vois bien que même à d'autres niveaux et dans d'autres l'époque supporte assez mal certains comportements soit agressifs, soit irrespectueux, à tous les niveaux et dans beaucoup de domaines et donc c'était pas une bonne idée.
Non, moi je voulais savoir avec qui tu as gardé contact de toute cette époque, à part Luc qui est ici présent ce soir. Avec toute la bande de Dunkerque, j'ai fait un truc, très émouvant. L'année dernière, j'ai eu un gros coup de mou en termes de santé et j'ai pas pu aller, à l'anniversaire d'Arnaud Sangier. Mais ils s'étaient tous, regroupés. On s'est grâce aux technologies modernes, on s'est envoyé pas mal de vidéos. Moi, je les suis sur les réseaux sociaux. Évidemment avec Luc, hein, on se voit au moins 4 à 5 fois par an, Ouais, Luc ouais, minimum. On va dire ça comme ça. toujours en mode hôtel. C'est ça, ouais, non, mais enfin voilà, moi j'ai développé une amitié avec Luc Bourdin qui va, au-delà de juste du roller, hein, qui est un truc, qui est, je pense, On a fait enfin quelques voilà, dizaines de milliers de kilomètres ensemble quand même, hein, et fait tellement, ouais, tellement de trucs. oui, non, puis c'est un moment merveilleux. J'ai plus de contact avec Vince, mais voilà, j'ai des nouvelles. Enfin, alors Luc me donne des nouvelles de tout le monde, donc ça marche bien. Et mon récent retour, là, si tu veux, ça a été, j'ai fait un voyage extraordinaire quand j'étais à Lyon parce que j'ai retrouvé alors on va essayer de se souvenir de tout le monde. J'ai retrouvé Gabi qui ne m'a pas reconnu, donc elle se demandait quelle était cet abruti qui essayait de lui parler et qui c'était merveilleux. Elle m'a regardé pendant une demi-heure et puis je lui ai dit mais tu sais je suis Christian de Backer quand même. Et là elle a fait oh, mon Dieu. Et donc Gabrielle Denis s'est souvenue de qui j'étais et elle m'a dit mais je te reconnais pas, t'as beaucoup changé. Je dis bah écoute je sais pas, moi je n'ai pas l'impression, mais voilà, donc c'était super. Il y avait Olivier Dereux évidemment. Il y avait Stéphane Luchy, donc bien sûr, et il y avait. Alors attends, il y avait une catégorie vétéran. J'ai dit Olivier Dereux et il y avait comment il s'appelle? Manulocus. Manu Locus, merci, voilà, avec que j'ai Ah, Manu. retrouvé et qui était avec beaucoup de bonheur et qui m'a regardé avec beaucoup d'émotion parce que effectivement, je rappelle quelques souvenirs quand les gens me recroisent au bout de 20 ans, ils se disent oh là, ça remonte à il y a un moment et ça a été super. Mais voilà, moi j'ai essentiellement gardé le contact avec Luc et avec Pierre Jouvion que j'ai vu il y a 5 ans à l'occasion de mon anniversaire. Donc Pierre Jouvion, j'ai plus du tout de nouvelles de Pierre Bensi et Karim Malice. Oh, Voilà. bah oui, J'ai Karim. Karim Malice qui Karim était Malice. venu Karim, je le suis sur les. Alors si il y a sur les réseaux sociaux via Facebook, parce que comme je suis vieux, j'ai Facebook, et donc je suis un certain nombre d'anciens de Reims ou de Laon sur les réseaux sociaux et c'est voilà. Mais Karim Malice, voilà, c'est pareil. Karim et Rachid sur les réseaux sociaux, donc je suis au courant je suis leurs aventures. Il y a des gens qu'on a interviewés à qui, quand on parle Christian de Bacar, il y a un truc qui revient, c'est ouais, mais attends, moi j'étais en compète, je faisais des backflips et tout, il était pas content, il est venu me voir et tout, parce que j'ai fait des misty ou des backflips et tout. Ça, c'est Manu, ça. Ouais, Bah oui. ouais. Mais on voulait pas qu'ils meurent devant nous. On n'avait pas envie de les retrouver morts par terre, parce que c'est pas pareil. Hein. Tu te reçois pas en street ou en saut, c'est pas la même, c'est pas la même réception. C'était un peu à l'opposé du concept Imita, quoi, où on poussait les gamins à l'Imita à se jeter, ça correspondait à l'esprit street, mais tu les jetais dans des trucs où l'accident était vraiment palpable. Et nous, on était plutôt avec l'étiquette fédérale à comment protéger et permettre des rotations tête en bas. C'était dire à des gamins, bah c'est ça qui va rapporter des points et vous n'avez pas de quoi vous entraîner à ça dans les clubs, donc c'est pas le moment, quoi. Donc ça a été un débat au début. Et on avait conscience que rapidement on pourrait arriver en termes de communication à des catastrophes d'envergure internationale si on avait un tétraplégique ou un gamin qui ressortait plus pouvoir marcher ou à plus pouvoir rien faire parce qu'il avait fait un backflip et que la réception était pas bonne. On voit bien aujourd'hui à quel point il y a des précautions. On se souviendra il y a Grand Corps Malade qui se retrouve à l'hôpital parce qu'il a fait un plongeon dans une piscine vide. On avait déjà conscience de ça. Moi, j'ai toujours été très communication, presse et images, et je savais que pour en revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est que une mauvaise image peut fortement nuire et détruire un sport. Donc il fallait trouver quelque chose. Je sais pas si on y est arrivé, mais en tout cas notre idée était d'essayer de trouver le point d'équilibre ou le point de balance
entre un maximum de liberté et l'image qu'on renvoyait, et en sachant que vous avez eu tout à fait raison de souligner que si le roller n'est pas olympique, c'est aussi parce que le comportement de certains riders sur des compétitions particulièrement médiatisées a été désastreux, et que les gens qui organisaient disaient, et ils s'en souviennent encore, hein, il y a des épisodes qui sont compliqués. Donc oui, le backflip sur un tremplin de 55, c'était un peu compliqué. Ce qu'aujourd'hui on peut faire sur une courbe, et je leur dis, hein, moi j'ai vu Fred Volpi s'éclater l'arcade sourcilière sur une rampe, mais c'était juste l'arcade. Il avait un casque et il mettait des protèques. La guerre des protections aussi. Ah, Ça tu avait m'as été un ramassé truc. sur un Misty à Marseille, hein. Oui, Je me aussi. suis fait une épaule. Oui, 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 oui. Et j'étais pas là quand tu t'es vraiment éclaté et que tu as fait un mode hosto, Ouais, il y a eu quelques fois. Ouais. oui, c'est ça. Mais voilà, on sait que ça peut prendre des proportions qui peuvent être un peu compliquées, quoi. Donc mon travail, ou ma responsabilité en tant que président de la CNRA était de faire en sorte qu'on reparte pas avec qu'il y ait pas des gamins qui repartent tétraplégiques sur les. Et c'était au tout Moi, début. ouais, et puis j'ai le souvenir, il y a eu un accident en course où il y a un gamin qui s'est mangé une Oui. rambarde à l'entraînement, qui s'est retrouvé paralysé. C'est le seul moment où on a vu. Non, je vais être méchant. Bref, en tout cas, j'ai le souvenir du DTN très ému, expliquant que le gamin avait promis qu'il serait champion d'e-sport. Donc voilà. Mais effectivement, il a eu la colonne vertébrale brisée. Et il n'y avait pas de rémission possible. Non. Donc faut faire attention. C'est quand même des sports qui sont la prise de risque fait partie du roller acrobatique. Je pense que c'est son essence, aussi bien sur un rail qu'en l'air, hein. Je sais qu'il y a dans le milieu, il y a souvent des petites rivalités sur air versus slide. Moi, j'ai toujours été admiratif des deux choses. Maintenant, il y a une prise de risque qui, encore une fois, fait partie je pense, de l'exercice, et qui le caractérise, mais qu'il faut savoir contrôler ou limiter un minimum pour pas que ça devienne la course à n'importe quoi. Quels sont les moments forts, toi, qui te reviennent à l'esprit et qui te tiennent vraiment à cœur? Le moment le plus incroyable, c'est Nicolas Mougin, champion du monde, Luc Lemaire, dernier au classement. Ça a été l'exercice le plus schizophrène de mon existence. J'étais à la fois fou de joie parce que Nicolas avait tout gagné, et j'étais sous terre parce que Luc avait été au bout. Et j'étais avec les deux, et je savais pas gérer ce truc-là. Donc ça, c'est un très, très grand souvenir. Des souvenirs d'assemblée générale avec Luc Bourdin. Ça, c'est vraiment, j'en ai des dizaines et des dizaines, et je pense que encore une fois, en termes d'amitié, si vous voulez, que je me souviens de Luc toujours à mes côtés, toujours me soutenant, ce qui était pas rien, parce que il y avait des attaques qui étaient d'une violence, mais qu'on n'imagine pas, hein. Je me souviendrai toujours on dira pas son nom, mais il avait l'accent du Sud. Je vais essayer de pas faire un truc, ouais. Voilà, le gros de Baquer a bouffé tout l'argent de la CNRA au restaurant. Celui-là, ça avait été, ça m'était Il a revenu. été Je dois reconnaître président de la que Fédé, Alex, et trésorier très longtemps. ça, je m'en souviens, et je m'en souviendrai longtemps de celle-là, parce que je trouvais que c'était pas très aimable. Et derrière, il y avait mon Luc qui arrivait, qui me redonnait de l'oxygène. On repartait pour un tour, et on refaisait les choses. Et après ça, c'est les 2000 souvenirs. Si, le Reims, Lens, Dunkerque. Voilà. Mes plus grands souvenirs de roller, c'est Reims-Lens-Dunkerque. C'est Reims, Lens et Dunkerque, avec pour les gens qui étaient dans ces clubs. Sans citer quelqu'un en particulier, mais vraiment, à chaque fois, c'est des histoires humaines qui sont absolument extraordinaires, et de tous ces athlètes qui se défonçaient. Alors oui, on peut rajouter le Maroc, hein. Ça, je dois reconnaître que le Maroc restera les deux démonstrations, enfin les deux expéditions qu'on a fait à Agadir et à Marrakech. Marrakech, on est quand même sorti sous la protection de la police. On n'arrivait plus à quitter l'air tellement il y avait de monde autour. Un fan club était tellement énorme que c'était délirant. Et Agadir, qui a été un souvenir absolument dingue, où on sautait dans la piscine. Enfin bref, on faisait du water jump, il y avait le saut, le slalom, on était tous dans l'avion. Et les turpitudes de relations avec la fédération qui allaient avec, mais voilà, et ça a été des moments extraordinaires. Tout le roller tour, hein. Je me souviens avoir pété les plombs sérieusement sur certaines étapes du roller tour, eu égard à un certain responsable de la fédération, dont nous tairons toujours le nom, mais qui me mettait dans des états de rage absolument énormes.
qu'est-ce qu'on a pu s'éclater. Et on n'a pas cité Mathias Wextin non plus, avec qui j'ai fait 45 000 fois le tour du monde et le Tour de France. Son père a construit des modules démontables, je sais pas où ils sont passés, je crois que voilà, ils ont fini par être revendus quelque part. On avait quand même été jusqu'à monter un skatepark mobile qui était derrière des remorques. Ma Twingo qui transportait, avec qui j'avais fait raccrocher qui tirait un truc qui était plus lourd qu'elle sur l'autoroute. Crevaison de roue, on a laissé à Dunkerque, c'est Martial Chevalier et Olivier Dereux qui avaient fabriqué les modules. Martial Chevalier s'en servait, je crois, comme projet de fin d'études. Il avait été jugé pour ça et il avait été noté là-dessus. Pardon, c'était une espèce de projet à caractère professionnel. Et Nicolas Mougin qui avait fait un stage d'1 an à la Fédération française de roller skating, il a sa soutenance de stage dans son école à Strasbourg. Voilà, si vous voulez du souvenir de l'humain, j'en ai plein. Et donc on partait avec Mathias Wextin, on était sur la route, on allait rejoindre Olivier Dereux à Dunkerque et on crève une des remorques crève sur l'autoroute. On s'est retrouvé en plein milieu de la nuit. Enfin voilà, c'était j'ai traversé l'autoroute en courant à pied dans les deux voies pour passer une carte bleue à Olivier Dereux pour qu'il puisse sortir de l'autoroute, payer le péage, faire demi-tour, revenir, changer la roue et repartir à Dunkerque. Voilà. Truc à pas faire. Et est-ce qu'il y a un truc particulier qui t'a laissé un sentiment d'inachevé? Qu'on soit pas olympique. J'oublierai jamais le week-end qu'on a passé à Tehachapi en Californie avec Nicolas Mougin et Vincent Vivanca à négocier l'arrivée du roller dans l'olympisme. Je pense qu'on était en adéquation avec les Américains en face de nous à ce moment-là et qu'on est passé tout près de faire quelque chose. On avait rencontré des gens qui étaient très importants, des connexions de Nicolas Mougin. Au niveau de l'olympisme en France, on n'était pas loin et j'avais pas la force politique et la surface politique pour pouvoir imposer ce truc-là. Il eût fallu que je sois beaucoup plus. Si j'étais monté plus vite dans les instances fédérales, j'avais raté une marche aussi à un moment donné. Donc il y a eu du ralentissement à ce niveau-là. Mon plus gros regret, c'est ça. Si j'avais réussi ce truc-là, je pense que je serais aujourd'hui plus heureux. Je suis très content du parcours que j'ai fait à la tête de la CNRA et j'ai plein de beaux souvenirs et plein de belles choses. Mais ça, c'est vraiment le truc que j'ai pas fini. Et je pense que par contre, en termes d'équipe de France, effectivement, on a lancé quelque chose qui aujourd'hui voit ce qui se réalise. S'il y avait, disons, 2 ou 3 personnes dont tu aimerais bien entendre l'interview, ça serait qui? Ça peut pas être Luc parce qu'on l'a déjà fait. Ça peut pas être Gabriel, on l'a déjà fait. On en a fait déjà pas mal, mais Pierre et Karim. Alors Pierre Bensi? Pierre Bensi, Pierre Jouvion et Karim Malice et Rachid Menchar. C'est ces quatre là, tu les mets dans la même pièce, tu mets 100 balles dans la machine, tu mets 4 micros, on peut faire ça chez moi si tu veux. On met 4 micros autour d'une table et on enregistre et vous en tirez quelque chose. Ce serait assez merveilleux de les entendre tous les quatre raconter c'est vraiment les prémices de toute équipe de France, c'est ces quatre-là, avec d'autres autour qui gravitent évidemment. J'oublie pas les autres, mais je dirais que le cœur de la machine, moi dans ma mémoire, c'était ça. Et alors parce que on a dit pas Luc, donc forcément. Mais Luc, on l'a déjà fait. Pas Luc, mais il était pas loin. Il était pas loin à ce moment-là. J'ai Gabi, Nicolas Mougin, tu peux y aller aussi. Mathias Wextin, ouais. Je pense que ce serait intéressant. Et évidemment, Stéphane Luchy, si tu veux, il a Et chez les femmes. Oui, j'allais le dire. Oui, mais il y en avait pas beaucoup à l'époque. Moi, il y a une fois que tu as viré Gabriel et une fois que tu as dit Gabriel et on a fait Gabriel, Agnès et Marjorie quand même. On a fait Chloé, bientôt Séverine. Ouais. Mais voilà. Anacille, dont on n'a pas parlé. Ah, tout à fait. Anacille, Priscilla quand même. Anacille. Priscilla qui aujourd'hui fait un travail formidable à la tête de la CNRA, mais Anacille, elle a plein de trucs à raconter parce que Anacille, c'est elle qui ouvre la voie. C'est elle qui rencontre Erin Benedetto, c'est elle qui va s'installer à Woodward et qui trouve voilà, donc il y a beaucoup de gens à interviewer encore. Oui, bah ça on a quelques saisons à faire devant nous là. Oui, c'est ça. Dans les questions qu'on t'a pas encore posées avant la tribune libre, il y a quand même, moi j'aimerais bien avoir ton regard un petit peu sur la manière dont tu vois le roller aujourd'hui et à ton avis la manière dont ça peut évoluer dans les années à venir.
Bah, je pense alors moi ce que j'ai vu c'est, c'était un espèce de bain de jouvence, hein, la compétition à Lyon, superbement organisée, avec, tous les défauts des organisations de compètes que j'ai retrouvés en une fraction de seconde, c'était rigolo. Voilà, les erreurs d'arbitrage, les trucs, Priscilla qui commence à annoncer un résultat puis qui s'aperçoit que c'est pas le bon, donc du coup on revient en arrière, on repart donc tu te fais: «Oh là, compliqué». Et je pense qu'encore une fois, ça passe par de la communication et de la médiatisation du sponsoring. Donc pour l'instant, il y en a un peu, on voit, c'était une super compète, ils ont du prize money. Et donc, il faut des équipements. Il y a pas de big ramp, donc on a un manque d'équipement, mais ça, on a le monsieur qui s'occupe de l'équipement, il est avec nous, donc il va pas dire le contraire. Je pense que ça passe par des équipements et évidemment, si vous voulez qu'on revienne sur sur une vision un peu plus large, il faut des humains pour gérer ces équipes et pour gérer ces gamins et qu'il faut qu'il y ait des humains qui soient dans les clubs et qui ouvrent les portes des skateparks, qui s'en occupent, qui fassent en sorte que les gamins puissent rentrer, puissent s'entraîner, que ceux qui ont envie de juste faire du loisir, on leur foute la paix, qu'ils fassent du loisir et qui prennent leur pied à faire du roller, quelle que soit la discipline qu'ils pratiquent, et que ceux qui ont envie de passer à l'étape du dessus et de devenir et de devenir compétiteurs puissent le devenir dans de bonnes compétitions, dans de bonnes conditions. Je pense que le cœur de la machine, il est là. Je suis un peu triste de voir les équipements parisiens. On voulait faire de la rampe à Nicolas Mougin à Paris, on peut pas, il y en a pas. Il faut descendre à Marseille si on veut trouver, je crois que c'est ça, hein, le principe. Ou alors c'est à Strasbourg chez lui, c'est en plein air. Donc du coup, quand on est arrivé, il pleuvait, c'était pas bon. Le trépied sur lequel il faudrait que ça s'appuie, c'est médiatisation, équipement et de l'humain derrière pour gérer tout ça. Sans des bénévoles qui se défoncent en permanence pour gérer les clubs, il se passera rien. Non, Luc, est-ce que tu as une dernière remarque ou quelque chose avant que... Oh, moi, j'ai juste merci pour tout ce qu'on a partagé et puis qu'on continue à partager. Voilà. C'est extraordinaire et je suis ravi aujourd'hui de revenir. Donc, je vais là après l'épisode qu'on a fait, on s'est mis d'accord et je vais réaliser le portrait de Lenny Jourda et ça me met en joie parce que je pense que c'est un super athlète et un super gamin. Et je suis très très content de faire ça. J'ai informé le sélectionneur de l'équipe de France que j'allais faire ça, et Lenny m'a répondu qu'il était tout à fait d'accord pour que je fasse son portrait. Donc avec mon école, on repart sur les routes et on va essayer de faire un super truc avec de très belles images qu'on sera ravis de partager avec vous. Si vous voulez le documentaire qu'on a fait avec Luc, en termes de droits musicaux, on n'est pas bon, mais vous pouvez le diffuser si c'est gratuit et si personne ne gagne de sous avec. Voilà, on arrive sur la fin, c'est la traditionnelle tribune libre. On te donne la parole pour passer un message ou voilà, dire ce que tu veux avant qu'on conclue. Le seul truc que je souhaiterais dire, c'est merci à tous les gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont laissé les emmener partout en France et dans le monde faire du roller. Ça a été des moments extraordinaires. Il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, mais on va oublier les mauvais moments et on va se souvenir des bons. Merci à tous de ces magnifiques moments que j'ai passés avec vous. Merci à Luc Bourdin. Nicolas Vigry, Jérôme Coutan, si vous nous entendez, bonjour, pareil, voilà. Et tous ces merveilleux moments que j'ai passés avec tous ces athlètes à des occasions diverses et variées, quel que ce soit de la télévision, de la compétition, de la démonstration à Gadir ou en France ou à l'étranger. Ça a été des moments extraordinaires de mon existence et avec lesquels je partirai et qui ont fait mon bonheur. Ben écoute, moi aussi, je voudrais, comme souvent dans les podcasts, je voudrais dire merci parce que toutes ces bonnes années, on t'a côtoyé, et, où tu nous as emmenés un peu partout avec Jeff Licard, avec Serge, avec tous les autres. Moi j'étais ado, c'était génial quoi. C'est un vrai plaisir d'avoir pu parler avec toi. Merci à vous. Et puis à bientôt. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des commentaires sur les plateformes de streaming. Le podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes de streaming. À partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous aux autres patineurs. Et on vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres épisodes passionnants. On a encore toute une liste longue comme le bras. Un problème de temps de notre côté. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.